Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Espace Éco. Depuis les années 1960, les différents gouvernants qui se sont succédés en Afrique ont misé gros sur le tourisme comme vecteur de croissance et de développement. Aujourd'hui, le constat est là. L'Afrique demeure le parent pauvre du tourisme international avec moins de 10% des échanges mondiaux. Pourtant, le continent noir, vous en convenez, regorge de potentiel énorme et est riche de ses traditions, de ses cultures et de la grande variété de ses paysages et reliefs. Selon certaines statistiques, le tourisme ne représente que 8,9% du PIB en Afrique de l'Est, 7,2% en Afrique du Nord, 5,6% en Afrique de l'Ouest, 3,9% en Afrique australe et seulement 1% en Afrique centrale. Qu'est-ce qui bloque donc le décollage du tourisme en Afrique? Le continent noir pourra-t-il un jour s'appuyer sur son potentiel touristique pour amorcer son décollage et vaincre la pauvreté sur son sol? Qu'est-ce qui empêche l'Afrique de se positionner véritablement comme une destination privilégiée? Et aussi, à quand l'arrivée massive de touristes sur le continent noir? Voilà quelques-unes des préoccupations que nous allons aborder avec nos invités ici présents. Il s'agit tout d'abord de M. Emmanuel Vieira, qui est un administrateur du tourisme et de l'hôtellerie, et de M. Richard Laurento. Lui, il est le directeur général de AAT, entendez, Agence africaine de tourisme. On se retrouve juste après une petite pause pour les découvrir. Bienvenue à vous sur Sika TV. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette émission. Merci et bonjour. Alors, Monsieur Vieira, c'est vous l'administrateur du tourisme et de l'hôtellerie. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par là? Merci, Madame Inès. Administrateur du tourisme et de l'hôtellerie, c'est un cadre de catégorie A spécialisé en tourisme et hôtellerie et qui a été recruté comme tel au niveau de la fonction publique. Alors, en tant qu'acteur de la fonction publique, quel regard jetez-vous sur le tourisme africain? Le regard que je jette sur le tourisme africain est un regard mitigé. Comme vous l'avez dit en introduction, beaucoup d'États africains ont misé gros sur le tourisme déjà depuis les années d'indépendance. Mais de ce fait, ont abandonné en fait les secteurs prioritaires qui pouvaient aider au développement. On a cru au départ que le patrimoine naturel, culturel et autres était inépuisable, donc on s'est concentré sur le tourisme. Mais au finish, on se rend compte aujourd'hui qu'on n'a pas eu les moyens derrière. J'ai juste envie de dire que plus on est développé, plus on est à même de développer le tourisme, et non le contraire. Alors, Monsieur Laurento, vous êtes un acteur du privé. Est-ce que vous partagez ce regard? Je peux apporter juste une correction, pas seulement un acteur du privé. Je suis un ancien de l'administration, occupé de hautes fonctions de l'administration, ancien directeur du tourisme et de l'hôtellerie. Et donc, je suis dans le secteur privé depuis une vingtaine d'années. Et donc, vous avez du recul, hein, si vous devez juger maintenant. J'ai cette chance en portant plusieurs casquettes, donc de voir les choses un peu différemment. Je partage l'introduction ainsi que l'appréciation que vient de faire mon collègue. Mais je pense que, à dire la vérité, en tout cas particulièrement au Bénin, depuis l'indépendance, le tourisme a été toujours un parent pauvre. Il faut le dire. Il faut le dire. Si il y a un gouvernement qui en a parlé dans le passé, je ne crois pas que cela a été vraiment suivi d'une volonté politique réelle. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que, premièrement, est-ce qu'aux commandes, on avait les compétences nécessaires, on avait les personnes qualifiées pour s'occuper de ce secteur sensible
d'abord savoir ce que c'est que le tourisme. Ça n'est pas... c'est à partir de là. C'est à partir de là que l'on doit conférer au secteur, eh bien, disons, tous les besoins, tout l'accompagnement financier et qui est nécessaire pour en assurer la promotion. On a des sites qui ne sont pas aménagés. On n'a rien fait. Les sites, les quelques-uns qui existent, se sont dégradés. Ganvié, qui est notre site phare au Bénin, aujourd'hui, je peux dire qu'il est déclassé. En tout cas, nous, en tant qu'acteurs, nous ne conduisons plus de touristes à Ganvié. C'est pour vous dire que les choses sont allées en dégringolant. Et je suis aujourd'hui un peu fier, sinon très fier, de voir que aujourd'hui on parle du tourisme comme un secteur prioritaire, et même si c'est dans l'intention, et je vois que ça n'est pas que dans l'intention, on est en train aujourd'hui de revenir, de reconnaître quelque chose qui a été dans beaucoup de pays le moteur de croissance essentiel. Vous avez donné des statistiques, même en Afrique, on voit, quand on prend les pays de l'Afrique du Nord, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, vous voyez ce que c'est quand on parle d'Afrique du Sud. Eh bien, dans ces pays, le tourisme est le secteur prioritaire, celui qui contribue le plus au budget national. Et pourquoi nous n'aurions pas pu faire la même chose? Ça veut dire qu'il y a dans la gestion, dans la gouvernance, un problème de perception, de mauvaise perception de ce que c'est que l'activité touristique. Monsieur Vieira, vous êtes indexé là? Oui, pas personnellement, mais je le porte quand même. C'est vrai que l'administration, il ne suffit pas d'afficher une volonté en disant nous voulons développer le tourisme, encore faudrait-il l'accompagner. Et comme mon collègue Lorenthal le disait tantôt, pendant longtemps, on n'a pas cerné les grandes composantes du tourisme. Et si on ne cerne pas les grandes composantes, si on n'a pas la compétence qui accompagne, parce que qui sont ceux qui ont géré le tourisme à ce jour? C'est des halogènes. Donc quand on a une vision étriquée de la chose, encore faudrait-il savoir de quoi on parle pour pouvoir développer la chose. Beaucoup de travailleurs aujourd'hui dans le secteur du tourisme ne sont pas du tout spécialisés. Il y a un faible niveau d'encadrement au niveau du secteur du tourisme. Je ne vous apprends rien quand je dis qu'au niveau du ministère du Tourisme, il y a 3 administrateurs du tourisme. Non, avec 3 administrateurs du tourisme, on ne peut pas développer le tourisme. Et qui occupe quel poste encore? J'ai bien envie de dire qu'ils ne sont pas des postes stratégiques. Donc, ça pose un problème d'encadrement. Il faut penser le tourisme. Il ne suffit pas simplement de s'engager à construire des infrastructures. Encore que là, on a failli. Parce que quand la destination touristique n'est pas accessible, comment voulez-vous faire venir des touristes? Donc, il faut qu'on se pose aujourd'hui les vraies questions. Si tant est-il que nous voulons développer le tourisme, qu'est-ce que nous avons à faire? Parce que lorsque vous prenez le tourisme, vous avez 4 grandes composantes. Vous avez le transport, vous avez l'hébergement, vous avez la restauration et vous avez les loisirs. Le transport coûte énormément. Et le transport coûte énormément. Et comme il le disait tantôt, à qui profite le tourisme aujourd'hui? Aux pays développés. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont les compagnies aériennes. Pour faire venir des touristes ici, il va falloir prendre des compagnies aériennes qui appartiennent aux... Donc, quand vous avez un circuit touristique, un forfait, ce qu'on appelle package en termes techniques, qu'un voyagiste, un fabricant de voyage vend chez lui, dans un pays qu'on appelle pays émetteur, puisque nous sommes positionnés en pays récepteur, la majorité des ressources, le bénéfice retourne où? Toujours en France. Puisque le Français qui veut venir découvrir le Bénin, il achète son package où? Il l'achète en France. Le billet d'avion qu'il prend, ça profite à qui? À Air France. Il vient au Bénin. Les Béninois, s'ils payent 45 000 francs pour la chambre, le Français paiera soit 45 000, soit moins. Puisque là, ce sera des négociations qui ont précédé ce voyage. Donc,
en fin de compte, qu'est-ce qui reste au niveau de la destination? Et c'est d'ailleurs pour ça que l'OMT aujourd'hui a beaucoup plus pensé la chose avec son initiative Sustainable Tourism and Eliminating Poverty, STEP, qui permet en réalité de repenser le tourisme et d'aller vers des types de tourisme alternatifs, je veux dire équitable, solidaire, écologique. Monsieur Laurentin, Ouais. vous qui êtes aujourd'hui dans le secteur privé, qui investissez dans le tourisme, c'est finalement pour quel résultat quand on voit que ça ne décolle pas? Oui, écoutez, Qu'est-ce que vous y gagnez, vous? écoutez, nous sommes devant le constat que c'est vrai, les gens ne sont pas contents quand on dit que l'État n'a pas fait ce qu'il doit faire. Mais il faut le dire, c'est une réalité. La promotion de la destination ne peut pas être assurée uniquement par les acteurs privés que nous sommes. Quand moi je vais faire la promotion à l'extérieur, je fais d'abord la promotion de mon agence. C'est ça. Et je vends les produits de mon agence. C'est vrai que ce sont des produits bénins. Et bien souvent, je suis confronté à cette question, c'est où le Bénin? Voilà, donc il y a une question de perception de la destination qu'il faut déjà cerner et qui devait faire connaître la destination réellement. Ça, c'est l'État. Ce sont des débats qu'on a menés tout le temps ici. Je sais qu'aujourd'hui, on dira que le tourisme est une affaire du secteur privé. D'ailleurs, moi-même, je suis dans le secteur privé parce que je crois que le tourisme est fondamentalement une affaire du secteur privé. Mais cela n'exclut pas. Est-ce aussi parce que c'est rentable pour vous? Le tourisme devrait être rentable. Vous savez, il y a tellement de paramètres dedans. Nous y arriverons. Lorsque vous demandez dans quel environnement nous travaillons, oui, je vous dirais, il y a quelques dizaines d'années, on engageait beaucoup plus de touristes qui viennent au Bénin. Aujourd'hui, c'est de moins en moins. C'est vrai qu'il y a des problèmes de sécurité qui se posent au niveau international. Il y a un certain nombre de problèmes sur la structuration de l'offre, parce qu'il a dit tout à l'heure, dans les composantes de l'offre, on a des éléments qui sont très chers et qui font que les produits ne sont pas totalement compétitifs. Le voyage étant devenu quelque chose de très démocratique aujourd'hui, le client, il a le choix assez large et il va dans d'autres pays plutôt que il va où ça l'arrange le mieux, financièrement. Absolument, absolument. Alors, ce que je vous ai dit, parce que vous avez plusieurs questions à nous poser, lorsque on est dans un environnement qui est le nôtre, je crois que en tant que secteur privé, nous devons repenser la chose autrement. Construire des produits qui soient des produits package compétitifs. Il ne faut pas, moi je le dis à mes confrères du secteur, il ne faut pas, pour vendre le Bénin, faire une addition de tarifs. Voilà, la chambre coûte tant, la restauration coûte tant, le transport va coûter tant, le guide et autres. Non, il faut arriver à un package, à un forfait, à l'intérieur duquel vous ne pouvez pas, je veux dire, déchiffrer, dire quelle est la part de l'hébergement, quelle est la part de ceci. Donc vous arrivez à un prix forfaitaire qui est un prix réduit. Lorsqu'on va dans un hôtel, généralement, vous prenez la chambre, ça elle coûte cher. Vous prenez la chambre plus petit déjeuner, c'est-à-dire moins cher. Vous prenez une demi-pension, la chambre plus petit déjeuner, plus un repas, c'est encore moins cher pour vous. Voilà, c'est un peu l'idée du forfait, que vous arrivez à un prix assez intéressant qui peut permettre d'attirer la clientèle vers la destination. Alors, Monsieur Vieira, que faut-il faire aujourd'hui? Je voudrais, avant de dire ce qu'il faut faire, rappeler quand même qu'aujourd'hui, on est dans un environnement assez intéressant, puisque le tourisme est devenu l'une des priorités du gouvernement actuel et qu'il a affiché parmi ses
ces projets. Vous parlez du Bénin. Non, je parle du Bénin. Et ce n'est pas encore le cas de tous les pays. Ce n'est pas encore le cas de tous les pays. Ce qu'il faut faire, il faut qu'on aille vers le tourisme interne. C'est-à-dire je prône le tourisme interne, pourquoi? Le tourisme interne consiste, lorsque je prends le cas du Bénin, à prendre en considération les voyages touristiques effectués par les Béninois à l'intérieur de leur pays. C'est choquant, mais c'est la réalité. Je suis certain, j'espère que je ne m'abuse pas, qu'on a des représentants à l'Assemblée nationale aujourd'hui qui ne connaissent pas tout le Bénin, qui n'ont jamais été à Tukuntounan, mais il nous faut revenir à l'essentiel. Lorsque je quitte Cotonou pour aller soutenir un ami qui a perdu un parent à Boïcon et que je prends une chambre d'hôtel et que je passe 2 jours, selon la définition du tourisme de l'OMT, je suis considéré comme touriste. Mais aujourd'hui, on n'a pas les données. Parce que le drame des pays africains, c'est qu'il n'y a pas de statistiques. En fait, pour quantifier. Voilà. Lorsque vous n'avez pas les statistiques et que vous ne pouvez pas dresser un état des lieux clair, vous ne pouvez pas définir les orientations stratégiques qu'il faut. Donc, il faut déjà qu'on repense un peu la chose, qu'on essaie de promouvoir le tourisme interne pour que les Béninois puissent voyager aisément, qu'il y ait une fluidité, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on prend les 82,3 millions de touristes que la France reçoit en tant que première destination touristique, on a une bonne partie de ces touristes-là qui sont français. Et quand vous prenez les CST, c'est-à-dire les comptes de satellites de tourisme au niveau de la France, on comptabilise le français qui sort et qui rentre chez lui. Donc, il faut déjà qu'on en arrive aussi là, qu'on ait une vision claire de notre secteur du tourisme. Et ça, c'est vrai, je crois que le rôle revient à l'État, mais aussi aux acteurs privés. Exactement. Qui doivent accompagner l'administration publique dans la structuration même de l'offre touristique. Alors, Monsieur Laurentin, le tourisme interne, c'est un produit qui vous dit? Écoutez, c'est un produit que vous vendriez? Moi, je vous dis ceci. Pendant longtemps, l'option était qu'il fallait développer le tourisme international qui est générateur de devises et qui peut apporter économiquement suffisamment de ressources qui permettent de développer le tourisme interne, donc le tourisme national. Donc, priorité au tourisme international. Ça, je crois que tous les pays qui courent pour le tourisme, qui veulent développer le tourisme, misent sur le tourisme international. Ouais. Mais ce n'est pas pour aussi autant qu'il délaisse le tourisme national, parce qu'il a dit tout à l'heure, le tourisme, il est international lorsqu'il effectue le voyage à l'extérieur, et il est touriste national lorsqu'il fait le déplacement à l'intérieur de son pays. À l'intérieur du pays, quel est le problème aujourd'hui au Bénin? D'abord, c'est un problème de culture. Le Béninois, lorsqu'il travaille, est-ce qu'il prend les vacances? Quand il prend les vacances, est-ce qu'il les consacre à des loisirs réellement? Est-ce qu'il les consacre à la découverte de son pays? Est-ce qu'il animé d'une certaine curiosité, passionné par cette recherche de la découverte de choses incongrues, parce qu'on en a tellement au Bénin? Est-ce que cela se fait? Il préfère aller loger chez un parent ou chez un ami ou rester simplement. Ou alors aller à l'étranger. Voilà. Voilà, aller s'il en a les moyens. Encore que là, il va faire du tourisme parce que la motivation, sortir répond aussi à une motivation de tourisme. Il y a un problème donc culturel. Il y a aussi un problème, un souci économique, parce que le produit touristique va être considéré comme un produit de luxe pour le Béninois qui va regarder le prix des prestations par rapport à son pouvoir d'achat. Est-ce qu'il est en mesure d'aller à l'hôtel seul, accompagné ou prendre d'autres prestations touristiques, louer un véhicule, aller dans le Nord, etc. etc. Est-ce qu'il en a les moyens? Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Alors, c'est pour ça que moi, je dis qu'il y a un problème fondamental. Il y a un problème fondamental. Je pense que tous les pays qui ont développé
le tourisme national ont connu, à un moment donné ou à un autre, une subvention de l'État, une subvention indirecte, si vous voulez. C'est-à-dire, si l'État, par exemple, offrait aux hôteliers la possibilité de réduire un certain nombre de charges, qu'elles soient fiscales ou les charges d'électricité ou un certain nombre de choses, le prix de vente de la chambre va être réduit. Regardez, nous allons visiter nos sites à des tarifs de 500 000 francs. On peut réduire pour les Béninois, à la limite, mettre ça à 100 francs, 200 francs. Je dis n'importe quoi, mais moi, si j'ai commencé par le tourisme national. Quand j'ai ouvert ma structure, j'ai commencé par le tourisme scolaire, j'ai amené les enfants à Ganvier. C'est comme ça, parce qu'il fallait payer les salaires à mes employés dès les premiers mois de l'ouverture de mon agence. Et ce n'est pas une agence n'est pas une boutique où vous allez vendre la sardine, du pain, la viande avant la fin de la journée. L'agence peut passer 6 mois sans avoir une clientèle. Et donc nous avons misé sur le tourisme national. Ça n'a pas marché. Ça a marché parce que j'ai tapé du poing sur la table. Je suis allé voir le directeur de patrimoine culturel. Je suis allé à Ganvier. Je suis allé voir j'offrais la visite à Ganvier à 950 francs. Collation comprise, une petite brochure distribuée aux enfants. Et pour leur donner l'idée du tourisme, on mettait des guides à bord pour leur donner des explications. Et vous voyez, en temps normal, une visite de Ganvier au départ de Cotonou, c'est dans l'ordre de 5 000 par personne. Minimum. Par personne que nous vendions à ce tarif-là. Donc, les enfants ayant été découvrir Ganvier, on a mis l'ORTB derrière pour une large publicité. C'est les parents qui ont voulu prendre le relais, etc., etc. On ne pourra le faire que lorsque les prestataires à différents niveaux auraient baissé les tarifs. Peut-être vont-ils dire, nous, on paye les impôts, on paye ceci, on paye cela, on ne peut pas vendre en dessous de tel prix. Mais c'est pour ça que je parle de subventions indirectes. Si l'État soutenait le secteur et exemptait le secteur du paiement d'un certain nombre de taxes et impôts, cela pourrait relancer un peu l'activité et permettre aux Béninois d'accéder à ce produit tourisme national avec les ressources dont ils disposent aujourd'hui. Il faut forcément créer les conditions pour que cela arrive. Parce qu'il a dit, il y a des personnalités qui ne connaissent pas le Bénin. Il y a des étudiants qui ne connaissent pas le Bénin. Il y a des fonctionnaires qui ne connaissent pas le Bénin. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a même dans l'administration nationale du tourisme, au sein de l'administration nationale du tourisme, du personnel qui ne connaît pas le Bénin. Donc il y a un souci à ce niveau-là. Et nous, on est prêts, si vous voulez, à toute réflexion pouvant permettre de mettre en place les facilités, les conditions pour que les Béninois puissent acheter des produits vacances au Bénin. Et je parie, M. Laurento et M. Vieira aussi, que ce que vous dites est valable pour presque tous les pays africains. Avant de poursuivre le débat, je vous invite à suivre cet élément et nous allons revenir sur le plateau. L'Afrique se positionne en deuxième position des régions ayant enregistré la plus forte croissance touristique au niveau mondial. Avec 8% de hausse des arrivées touristiques enregistrées sur les 10 premiers mois de l'année 2017, le continent affiche des chiffres encourageants. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, le résultat est induit par le net redressement enregistré en Afrique du Nord, avec 13% de progression. Loin devant l'Afrique subsaharienne qui n'a pas pour autant démérité avec une hausse de 5%. Cette dynamique que connaît le continent africain cadre avec la croissance que connaît le secteur au niveau mondial. En effet, les destinations ont reçu 1,1 milliard de touristes au cours de la période allant de janvier à octobre 2017, soit 7% de plus que l'an dernier et 70 millions d'arrivées internationales supplémentaires. Il s'agit là des meilleurs résultats enregistrés depuis quelques années. Lesquels résultats traduisent la demande soutenue de voyages partout dans le monde en droite ligne, avec l'amélioration de l'économie mondiale et le rebond des destinations qui étaient en repli les années précédentes.
La tendance haussière devrait se maintenir dans les années à venir, étant donné que de plus en plus de pays africains misent sur le tourisme comme un des nouveaux relais de croissance à fort potentiel. Ainsi, d'ici 2030, quelques 1,8 milliard de touristes devraient voyager chaque année, soit un peu plus d'une personne sur 5 dans le monde. Voilà, Monsieur Vieira, que vous inspire cet élément? On pourrait dire que tout est rose, hein? Oui, si on s'en tient seulement à l'évolution des statistiques, mais il n'y a pas que cela. Les réalités il n'y a pas sont que autres, cela, hein. les réalités. Oui, globalement, si on prend l'Afrique devient intéressant pour le tourisme, parce que de plus en plus, il y a une certaine structuration. Mais avec aussi un pincement de cœur, parce que quand vous prenez les pays du Nord, d'Afrique du Nord, tels que le Maroc et autres, et ces pays se développent aujourd'hui parce qu'ils ont aussi ouvert l'investissement aux étrangers. Et qui sont ceux qui possèdent les hôtels de luxe et autres? C'est des étrangers. Bon, c'est vrai, on dira que le tourisme se développe parce qu'ils viennent investir dans le pays. Mais les ressources retournent où après? Donc, il faut qu'on se pose les vraies questions. Par contre, quand vous prenez l'Afrique du Sud, ce qui est intéressant au niveau de l'Afrique du Sud, c'est que l'Afrique du Sud a développé un tourisme régional. Où des gens du Botswana vont visiter l'Afrique du Sud, ainsi de suite. Et c'est cela. Il faut qu'on en arrive là. C'est vrai, le Bénin a eu, à travers le programme de compétitivité et de tourisme, PCTT, a développé, parce qu'on a un grand géant à côté, le Nigeria. Qui a un potentiel énorme en termes de visite touristique, n'est-ce pas? Mais pour cela, il faut que le Bénin devienne attrayant pour les Nigériens. Donc, je crois qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites par la NPT actuellement. Le développement de Djegbaji. La NPT, c'est quoi? La NPT, c'est l'Agence nationale de patrimoine et tourisme, qui est l'agence principale au niveau du développement du tourisme. C'est vrai qu'après, on a une direction au niveau du ministère qui est la DDT, la direction de développement du tourisme. Donc, aujourd'hui, on peut avoir de l'espoir. C'est clair, de plus en plus, les flux touristiques, parce que on ne peut pas se soustraire au tourisme. C'est là le drame, en fait, parce qu'avec la mondialisation, les gens sont obligés de voyager. On est obligé d'aller découvrir d'autres destinations, ainsi de suite. Mais je voudrais revenir un peu en arrière à ce qu'on disait tout à l'heure avec M. Léon pour dire il va falloir que les Béninois puissent intégrer qu'ils ont aussi droit au loisir. Parce que lorsque vous voyez les touristes européens venir visiter le Bénin ou les pays africains, ce n'est pas sur des ressources d'une année. C'est-à-dire, ils prennent le temps de programmer ce voyage, de dire, OK, dans 2 ans, je vais aller découvrir telle destination, alors là, j'épargne. Mais que faisons-nous? C'est inconcevable qu'un agent, un travailleur au Bénin prenne ses congés et s'enferme chez lui pendant 30 jours à dire qu'il est en congé. Non, il faut aussi nourrir l'esprit et l'âme. Il faut pouvoir voyager, découvrir d'autres choses. Mais monsieur Laurenton l'a souligné tout à l'heure, il y a un problème de moyens aussi qui se justement, pose. je veux revenir aux freins. C'est vrai qu'il y a des freins. Mais si on affiche la volonté, vous savez, comment voulez-vous promouvoir une destination touristique qui n'est pas consciente de sa beauté? Quand vous avez une belle femme qui n'est pas consciente elle-même qu'elle est belle, comment est-ce qu'elle se vend? Donc, il faut déjà que les Béninois puissent découvrir la beauté de leur pays et puissent mieux parler. Parce qu'après, ceux qui vont faire la promotion du tourisme au Bénin, le touriste, quand il vient, il rencontre la population. Alors là, quand ceux-là sont convaincus, connaissent réellement, il y a une certaine fierté nationale qui va naître, il y a une certaine fierté au niveau de sa culture, et on pourra mieux vendre le tourisme. C'est pour cela que je demande, puisqu'on a essayé le tourisme international, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Je vous rappelle qu'au niveau de l'OMT, les chiffres qu'on a affichés pour 2016 sont de 267 000 touristes. Arrivée touristique au Bénin. Ça pose un réel problème. Le réel problème, c'est que aussi les touristes nationaux n'ont pas été pris en compte. Tout à l'heure, je vous ai dit, lorsqu'on va pour des enterrements et on prend des chambres d'hôtel, on va pour des activités autres que celles rémunératrices, génératrices de revenus, normalement, on devrait être comptabilisé comme touriste, ce qui n'est pas fait. Donc, si on ne peut pas avoir une bonne vision de notre tourisme, on ne peut pas développer le tourisme. Les freins, il en existe, comme il a dit. Je n'occulte pas les freins. Mais au moins,
petit à petit, on pourra comprendre qu'on a aussi droit au loisir. Et en visitant le Bénin, on pourra visiter aussi les pays sous-régions, les pays limitrophes. Et c'est en allant vers ce développement intégré qu'on va créer une certaine force touristique. Que petit à petit, on va s'unir autour d'un patrimoine qu'on vend ensemble et ça permettra aux touristes internationaux d'être plus intéressés par l'Afrique. Monsieur Loreto? Oui. L'élément que nous avons vu paraît intéressant et donne de l'espoir. Mais comme il a dit, nous sommes dans des chiffres globaux. À l'intérieur, il a parlé de 276 000 touristes en 2016. Vous voyez, pour le Bénin, c'est vraiment insignifiant. C'est vraiment insignifiant. Prenez le cas de la France, la première destination au monde, malgré les attentats et tout, en 2017, ouais. Ils ont fait 90 millions de touristes. Vous voyez, voyez-vous, et même l'Espagne qui a eu quelques soucis. L'Espagne est passée au deuxième rang. Initialement, c'est les États-Unis. L'Espagne est passée à 89 millions. Aujourd'hui, une personne sur 10 au monde travaille dans le secteur du tourisme. C'est quelque chose de fabuleux. C'est que on ne peut plus. Le tourisme a déjà embrasé le monde. On ne peut plus. Aucun pays ne peut rester à l'écart du tourisme aujourd'hui. C'est pour ça que je soutiens le gouvernement qui insiste pour dire que le tourisme fait partie des axes prioritaires et qu'il faut... Une chose est de déclarer l'axe prioritaire, une chose est de mettre les moyens. Non, quelqu'un comme moi, comprenez que je sois content parce que j'y ai cru. Moi, depuis 20 ans, j'ai créé une école de tourisme. Je pense quand même que c'est l'unique école où on ne fait que du tourisme, depuis le BTS jusqu'au master, en passant par la licence. Et on ne fait que ça. Je voudrais par là sensibiliser et les jeunes, les étudiants, et les parents, et nos gouvernants. Pendant longtemps, et vous sentez quels ont d'étudiants, des étudiants qui connaissent le pays ou des étudiants qui sont bourrés de théorie? Nous sommes purement dans une formation pratique. Purement dans une formation pratique. Et nos étudiants travaillent dans toutes les agences du Bénin, dans toutes les compagnies aériennes, dans tous les hôtels. Ils sont sur le terrain. Et c'est pour vous dire... que lorsque on croit à ce niveau-là et qu'on a un gouvernement qui parle du tourisme, on peut être fier. Maintenant, comme vous avez dit, il reste que les actions concrètes suivent. Je sais qu'il y a des actions qui sont en cours et je souhaite vivement que le moment venu, on en ait les fruits. Parlant d'action, je ne vous coupe pas, il y a la Côte d'Ivoire qui... On a lancé quelques-unes très récemment et je vous invite à suivre le deuxième reportage. Cela vous permet de rebondir sur le cas du Bénin. D'accord. 3 000 milliards de francs CFA. C'est la cagnotte que la Côte d'Ivoire entend dégager pour relancer le secteur touristique ivoirien. Ceci à travers la création de 2 fonds qui seront opérationnels en 2018. Le premier fonds d'un montant de 500 milliards de francs CFA devrait permettre la réalisation de nouvelles infrastructures d'envergure grâce à une grande mobilisation des acteurs privés. Le deuxième fonds, qui est doté de 2 500 milliards de francs CFA, accourt jusqu'en 2025 et devrait permettre à l'État ivoirien de rénover et de moderniser plusieurs routes, sites touristiques et grands hôtels de la Côte d'Ivoire. Ce deuxième fonds sera alimenté par les ressources provenant de la vente du foncier destiné aux projets touristiques, dont une partie sera utilisée pour les travaux d'aménagement et de viabilisation d'espaces touristiques. De quoi améliorer la croissance dans les prochaines années et aider à l'atténuation de l'impact des fluctuations des cours du cacao sur les recettes d'exportation. Les investissements annoncés devraient aussi booster davantage tous les indicateurs qui montrent une amélioration des activités dans le secteur touristique depuis la fin de la crise politique dans le pays.
En effet, la part du tourisme dans le PIB ivoirien est passée de 0,6% en 2011 à 7,5% en 2016 et devrait connaître une progression de 5,4% par an jusqu'en 2026. Alors, Monsieur Laurentin, est-ce un exemple à suivre? Absolument, absolument. La Côte d'Ivoire a fait un effort fabuleux depuis la fin de la crise politique qu'ils ont connue après l'élection de Ouattara. Nous sommes là dans un cas qui est totalement encourageant et je puis vous dire, ça a été perçu. Je donne un exemple. La compagnie Air France a vu venir cet engouement, ce programme et a estimé que la Côte d'Ivoire va être le pays phare de la sous-région. La direction régionale d'Air France qui était à Dakar pour l'Afrique de l'Ouest est ramenée en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et donc, c'est pour vous dire que quand je parle de la France, vous savez que ce sont des gens qui suivent tout ce qui se passe en termes économiques en Afrique, qui suivent ça à la loupe. Eh bien, je pense que ce sont des actions concrètes. C'est un plan qui est concret, dont le financement est clair. Les sources de ce financement-là sont définies clairement. Le programme va être réalisé. J'ose penser la même chose que pour le Bénin. Les 7 projets phares du gouvernement conduits par la NPT seront réalisés. Justement, j'allais vous demander s'il n'y a pas quelque chose qui manque à ce niveau-là. Avoir de la volonté pour développer le tourisme, pour en faire un axe prioritaire, c'est bon. Mais les moyens qui doivent concrétiser ces actions-là. Je pense qu'on ne peut pas d'emblée dire que ces projets ne vont pas aboutir dans la mesure où ça a commencé. Mais je pense peut-être qu'il va y avoir un retard sur le programme d'exécution, mais il fallait partir quand même sur un programme et c'est déjà plus intéressant que par le passé. Nous ne sommes pas loin de cette programmation qu'a faite la Côte d'Ivoire. Le Maroc en a fait autant, en définissant des horizons 2010, 2020, 2030. Et c'est ce genre de planification que le ministère ou les entités responsables du tourisme devraient faire pour se donner des visions et se donner des horizons clairs. Avec obligation de résultat. Avec obligation de résultat. Et là-dessus, chacun aurait sa partition à jouer. Parce que, je vous dis, toujours en tant qu'acteur du secteur privé, ça n'est pas facile. Aujourd'hui, il y a un environnement sécuritaire au niveau mondial qui n'est pas toujours favorable. Même si au Bénin, on n'est pas inquiété, mais aucun pays au monde n'est à l'abri. Cela a freiné quand même un tout petit peu la demande, a annulé des réservations. Je vous donne un exemple simplement. Nous étions assez réguliers dans l'organisation de croisières de touristes au Bénin qui viennent. Nous en avions jusqu'à 2500 par bateau qui venaient. Mais depuis 2-3 ans, nous n'en avons pas eu d'autres. Nous sommes en pourparlers pour que les gens reprennent la ligne, mais les gens estiment que c'est une route qui est un peu à risque. Donc il y a ces difficultés-là. Mais le tourisme, d'une manière générale, depuis qu'il est devenu, qu'il a pris la forme que nous le connaissons aujourd'hui, je veux dire depuis 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, est dans une démarche croissante de manière continue. Il y a une évolution constante dans les statistiques, malgré les guerres, malgré la famine, malgré les épidémies. Eh bien, aujourd'hui, l'Afrique est en train de faire un effort, et ça, on l'a dit, les deux extrêmes poussent rapidement. À l'intérieur, je veux dire, au niveau de l'Afrique subsaharienne, il y a
des destinations qui commencent à émerger, qui ont déjà, le Sénégal avait déjà pris un pli, mais se renforce. D'autres pays restent un tout petit peu à la traîne, mais nous avons le potentiel. Les éléments culturels qui font la différence avec les produits européens ou autres, eh bien, sont des points d'attraction majeurs qui peuvent justifier une croissance rapide de la fréquentation de notre destination. Il reste que, je pense qu'il a dit aussi M. Vieira, que l'infrastructure nécessaire doit accompagner. Pour accueillir du tourisme de masse, il faut qu'on ait une infrastructure qui va avec. Et que les services soient de qualité. Et que les services, bien sûr, soient de qualité. Nous, c'est pour ça aussi que la formation, nous y tenons, parce que le produit touristique, vous avez beau avoir des sites les meilleurs du monde, si la qualité de la prestation... Si on n'a pas de bons vendeurs, eh bien, voilà. Et des vendeurs qui connaissent leurs produits. Les clients, ils ne vont pas venir, ou s'ils viennent, ils ne vont pas revenir. Donc, il y a toutes ces préoccupations que nous avons et que nous essayons de résoudre avec nos moyens limités, bien sûr. Monsieur Vieira, on reste optimiste malgré tout? Oui, on reste optimiste malgré tout. Et l'élément sur la Côte d'Ivoire devrait nous interpeller et renseigne aussi sur le fait que le tourisme est un secteur d'avenir. C'est un secteur d'avenir, mais c'est un des secteurs qui nécessite beaucoup d'investissement. Et l'investissement est lourd au niveau du tourisme, mais il faut avoir le courage de le faire. Et c'est là le rôle de l'État. C'est rentabilisable sur le long terme, bien évidemment, mais il faut que l'État s'implique et il faut que l'État accompagne. Et je crois que quelque chose est en train d'être fait. On ne fera pas le procès avant d'avoir vu la fin. Les projets prioritaires sont là. Et je veux bien espérer, en tant qu'acteur du secteur, que ça ira mieux. Je veux juste rappeler un fait. La Côte d'Ivoire a eu l'avantage d'aller directement développer ses projets d'aménagement touristique. Sans avoir les difficultés que nous avons eues. Ici, l'un des plus grands projets, d'ailleurs même de l'Afrique de l'Ouest qu'on aurait pu avoir, c'est le projet Route et Pêche, mais qui a échoué lamentablement. Et c'est triste qu'on en soit arrivé là. Sinon, le développement du littoral béninois aurait permis quand même de booster le tourisme à un niveau totalement inespéré. Mais ce n'est pas perdu. Je crois qu'il y a des actions. Il faut une restructuration et autres. Et il faut alléger, comme il a dit, un peu la fiscalité. Parce que les pays qui ont réussi ont dû prendre le secteur à bras le corps, essayer d'améliorer l'ambiance, le climat d'investissement pour permettre même aux investisseurs étrangers d'être intéressés par le pays. Donc il faut qu'on en arrive là. Moi, je garde espoir. D'ailleurs, je suis un acteur de l'administration du tourisme. Il ne saurait en être autrement. Parce qu'on est contraint de développer le tourisme. On n'a pas le choix aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est l'un des secteurs qui a boosté plusieurs pays. Mais il faut restructurer. Il faut avoir le courage de repenser le tourisme. Il faut faire des choix clairs et il faut investir. Parce que ça fait mal quand vous allez à Marrakech et vous voyez une ville touristique du Maroc qui reçoit 3 millions de touristes, alors qu'au Bénin, on en est encore à peine à 300 000. Et ben voilà. Donc, il va falloir qu'on puisse repenser un peu les choses et pouvoir mieux développer le tourisme. Monsieur Lorentan. Oui, s'il vous plaît, je voudrais juste aller sur une autre... Très rapidement, parce que nous sommes pratiquement à la fin. Tout à fait. Interpeller les acteurs, les professionnels que nous sommes. Parce que bien souvent, nous décrions l'État, l'État n'a pas fait ci, l'État n'a pas fait ça. Aujourd'hui, on nous montre que l'État se désengage d'un certain nombre de secteurs et que le secteur privé doit prendre ses responsabilités. Mais le secteur privé doit se restructurer. Et le secteur privé béninois va en rang dispersé. En Côte d'Ivoire, nous parlons d'une organisation qui plaise. Pourquoi? Parce que les associations qui existent, eh bien, sont réunies dans le cadre d'une association fêtière. Sont fédérées dans le cadre d'une association fêtière.
Nous n'en avons pas une ici. Il y a la TOV, l'association des agences de voyage et tour opérateurs du Bénin, à part. Il y a le Conseil national de l'hôtellerie, à part. Il y a l'association des gestionnaires. Donc, une nécessité de se fédérer. Absolument, absolument, pour que l'État ait en face de lui un interlocuteur valable. Aujourd'hui, les problèmes, c'est vrai qu'il y a des problèmes, des spécificités de problèmes suivants qu'on est dans la branche agents de voyage ou hôtellerie et autres, mais il y a nécessité. Le tourisme est unique parce qu'il rassemble une activité transversale qui rassemble l'ensemble de ces secteurs-là, sous-secteurs. Il faut qu'il y ait une fédération du tourisme au Bénin qui soit un interlocuteur direct du secteur auprès de l'État. Et ce sera votre mot de fin, monsieur le Oui, si vous voulez bien, parce que je crois que c'est quelque chose qui me tient Nous sommes à la fin de cette émission. Vous remercie. Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle, chers amis téléspectateurs, que nous étions avec monsieur Emmanuel Vieira, qui est un administrateur du tourisme et de l'hôtellerie, et avec monsieur Richard Laurento, qui est le directeur général de AAT, entendez, Agence africaine de tourisme. Merci encore une fois tous les deux d'être venus sur ce plateau et à la prochaine. Merci beaucoup, Au revoir. Inès. Merci beaucoup. Au revoir.